Alors que tout va vite autour de nous, certains restent à l'écart, comme en décalage avec le monde qui les entoure. En France, 2 millions de personnes vivent avec un trouble de la vision. Chaque jour, ils doivent relever des défis que beaucoup ignorent. C'est une routine bien établie pour maintenir sa vue à 0,5 et 3 dixièmes. Tous les jours, il faut mettre matin et soir dans les yeux. Celles qu'on met maintenant, forcément, ce sont des gouttes adultes. C'est mieux adapté qu'avant. C'est plus adapté qu'avant, mais quand il était nourrisson, il mettait des gouttes adultes. Donc voilà. Parce que les gouttes enfants n'existent pas. Voilà. Et donc, c'est des traitements qui fatiguent énormément pendant l'enfance. Gaylor Châtel naît aveugle le 18 mars 2002. Quand il était petit, on devait toujours mettre des lunettes de soleil parce qu'il était très, très sensible au soleil. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux. Quand il est né, je me suis tout de suite aperçue qu'il y avait un souci en fonction de comment les personnes bougeaient autour. Il avait les yeux bleus complets, en fait, que ce soit la pupille ou tout le reste de l'œil, en fait, était entièrement bleu. C'est des hématomes, en fait, parce que l'œil est gonflé et ça fait comme des hématomes. Comment ça s'est passé après ? Du coup, déjà, il y a le choc. Il y a le choc. On s'en remet difficilement. Il est opéré à 11 jours avant de passer de nouveau au bloc 3 mois plus tard. Mais une séance chez un acupuncteur va tout changer grâce à une nouvelle machine laser. Pendant 15 jours, 3 semaines, en fait, ses yeux ont fait que de couler. Et il m'avait dit que c'était très bon signe. Et puis après, quelques mois après, on s'est aperçu qu'il commençait à voir un peu. Parce que quand on se mettait au-dessus du berceau et qu'on faisait des signes au début, forcément, il ne nous voyait pas. Et on s'est aperçu un jour, je ne sais pas, il devait avoir 8-9 mois, je lui donnais le biberon et il m'a fixé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il voyait un peu. C'était extraordinaire, pour nous, c'était vraiment extraordinaire. J'étais là pendant toute l'école primaire, de la grande section au CM2. Je jouais comme tous les enfants, le handicap, il était un peu moins présent que quand j'ai grandi. Je pouvais jouer au ballon avec les autres, je pouvais jouer au foot, je pouvais faire du vélo dans la cour. Mais le rythme est déjà intense pour le petit garçon. Quand je rentrais le midi à la maison, j'avais l'habitude de m'endormir un peu sur la table dans le canapé et j'avais beaucoup de mal à y retourner l'après-midi. Et la fatigue ne va faire que s'accentuer au fil des années, mais Gaylor s'accroche et va même jusqu'à entrer à l'université en licence d'italien. Moi, je suis arrivé à la fac en plein confinement. Donc je me suis fait un groupe d'amis, on va dire sur WhatsApp, parce qu'on a été en confinement tout de suite après la rentrée. À la fin de l'année, ces amis sont partis et c'est vrai que je me suis retrouvé un peu seul et sans avoir fait de nouvelles connaissances. Là aussi, les aménagements de cours vis-à-vis de son handicap ne sont pas toujours respectés. Moi, j'ai besoin tout ce qui est au tableau soit sur mon ordi pour que ça me fasse moins forcer sur les yeux. J'ai besoin d'avoir les cours papier en Arial 22, agrandi aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque prof décide de s'il veut faire ses aménagements ou pas. Et des fois, je me suis arrivé à avoir plusieurs leçons de retard. Et ce qui démotive à travailler, quand le prof il arrive avec peut-être 2 ou 3 séances à rattraper d'un coup et ça fait énormément de papier. J'ai fait une dépression parce que en plus de la fac, j'étais seul chez moi à m'ennuyer et à être triste et en colère de cette situation. Et Gaylor est loin d'être un cas isolé, on estime qu'une personne malvoyante sur 3 souffre de troubles dépressifs. Alors pour y remédier, il se rend depuis 1 an et demi chez un hypnothérapeute. Mais sans permis et vivant à 15 km de Chambéry, il est totalement dépendant de ses parents. Chaque déplacement, en fait, il a que moi, en fait. Soit moi, soit son père. On n'a pas bien le choix. J'ai demandé à la Comcom s'il y avait des transports mis en place pour les personnes à mobilité réduite. Ils m'ont dit que non. Alors écoutez, installez-vous confortablement, voilà, sur ce fauteuil. Je vous invite à profiter, regardez ce temps qui est là pour vous. On a de la chance, on peut faire cette séance dehors aujourd'hui. 1, vous descendez. 2, un peu plus profondément. 3,
à mi-chemin entre l'état d'éveil et l'état de transe hypnotique. Là où j'ai pu l'aider, c'était par rapport aux angoisses qui étaient générées justement par la malvoyance, le fait de ne pas voir correctement, de ne pas pouvoir faire un tas de choses que les autres jeunes ou les autres hommes font. On a pu diagnostiquer que Gaylor, il avait ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de temps en temps qu'il a un pic d'angoisse, c'est un vrai handicap dans tous les domaines de sa vie et plusieurs fois par jour. J'arrive pas encore à faire des choses seul, mais déjà j'arrive à sortir avec les autres. Et je fais des choses qu'il y a 1 an et demi, j'aurais jamais faites. Comme partir en soirée, aller voir des matchs. Assister à des matchs, justement, c'est l'une des sorties favorites du jeune homme. Oh mais ça fait 3 fois. Ah bah moi de base je suis fan de foot et j'adore aller au stade et j'aimerais y aller plus souvent. Après j'aime bien aller voir d'autres sports comme le rugby, le basket, le handball, j'adore ça. Ce soir-là, c'est Aix-Maurienne Savoie Basket contre Orléans. Je vais voir les joueurs, mais je vais pas pouvoir voir leur numéro ou connaître leur tête et j'arrive pas à voir le score qui est là-bas. Le jeune homme est venu accompagné de son frère Nathan et de son amie d'enfance Sahara, rencontrés à l'école primaire. Il n'y a que là, maintenant, où je l'emmène avec moi pour sortir, que je me rends compte à quel point il est seul. Je pense qu'avant, j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. Je n'avais pas le recul nécessaire pour me rendre compte que ce handicap l'impactait vraiment. Une réalité difficile à accepter et à laquelle la jeune femme compte bien remédier. Il m'a dit tout à l'heure qu'il en avait marre d'être seul, qu'il voulait voyager. Je vais l'emmener avec moi, on va partir avec son frère et lui en vacances en Italie. On essaie de voir pour s'organiser et j'ai vraiment envie qu'on se dise on se fait 3-4 jours et moi je m'en fiche d'où on va quand on est ensemble. Ils veulent aller quelque part, on y va. Vacances, matchs, soirées entre amis, autant de progrès majeurs pour le jeune homme, bien entouré depuis l'enfance. C'était vraiment le petit bijou de la famille qu'on protégeait. Je devais beaucoup faire attention. À lui, on m'a toujours dit qu'il fallait faire attention dans la rue, à l'école, quand on se baladait. Autour de la table, tous ont été frappés par le changement évident de Gaylor ces derniers mois. Je trouve que quand il était enfant, il était un peu plus discret, mais il a toujours quand même eu le côté très punch. Il répond assez facilement, il a toujours eu la faculté d'aller facilement vers les autres. Et plus il grandit, plus ça s'installe, je trouve. Il se donne les moyens en fait d'y arriver, chose qu'il ne faisait pas particulièrement avant. Il subissait la chose alors qu'aujourd'hui il est plus dans l'action. Ça fait plaisir de le voir comme ça parce que je pense que ça va forcément finir par payer à un moment donné. Diplômé de sa licence, Gaylor rentre en master commerce et cherche une alternance. Mais entre les difficultés de déplacement et un temps partiel imposé par son handicap, il se retrouve face à un marché du travail difficilement accessible. Une réalité bien connue des personnes déficientes visuelles, 1 sur 2 est aujourd'hui sans emploi. Là c'est des offres, là c'est des offres. Ça montre vraiment qu'il y a un problème au niveau du handicap dans le pays. Là, c'est pas possible de faire 200 ou 300 demandes et d'avoir 0 entretien. Face à ce constat, Gaylor décide de se battre et rédige alors un rapport de 18 pages. J'ai créé un compte LinkedIn début janvier. J'ai vu que je pouvais ajouter des politiques, des personnes importantes. Je me suis dit, de toute façon, je trouve pas d'alternance. Autant faire un rapport. Maintenant, j'ai plein de connaissances depuis 1 an sur ce qui va pas. Je vais faire un rapport et puis je vais leur envoyer tout simplement pour que ça change. Il y pointe du doigt les défaillances du système, mais note également des pistes d'amélioration. Il faut informer les étudiants qu'il existe Cap Emploi et la mission locale qui peuvent les accompagner quand ils sont en situation de handicap. La mission locale, ils sont très implantés sur le terrain, donc ils vont connaître les entreprises autour de la ville où on est. La députée savoyarde Émilie Bonivard, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le ministre chambérien Patrick Mignola, mais aussi les députés Antoine Vermorel-Marquez et Sébastien Saint-Pasteur en charge d'une nouvelle loi handicap, ou encore APF France Handicap et le ministère délégué chargé des personnes handicapées. Au total, une dizaine d'organismes et de personnalités publiques ont reçu le rapport de Gaylor. Et parmi eux, le service public La Bonne Alternance.
Ça nous a vraiment aidé parce que c'était des retours concrets de terrain de quelqu'un qui a vraiment été dans cette situation. L'avantage du rapport de Gaylor, c'est qu'il y a des points très précis où typiquement, il nous a partagé un guide dont moi j'avais pas connaissance, qui était un guide écrit par la DGEFP qui est à destination à la fois des personnes en situation de handicap, des entreprises et des organes de formation sur comment est-ce que tout ça peut s'orchestrer. Et un des retours de Gaylor, c'était moi j'aurais aimé connaître ce guide bien plus en amont de ma recherche. Et puis un beau jour, cet acharnement a fini par payer. Bonjour monsieur, je m'appelle Gaylor Châtel, je travaille chez SLS Acti Park. Après 9 mois de recherche pour une alternance, il décroche un stage à mi-temps en tant que chargé de développement commercial, transformé ensuite en CDD. J'ai prospecté beaucoup d'entreprises pour essayer de me faire embaucher. Et en fait, tout ce que j'ai mis pour moi pendant 9 mois, je peux m'en resservir pour prospecter des entreprises aujourd'hui. Une persévérance qui a séduit immédiatement son employeur. Ce qui me plaît, c'est sa maturité à 22 ans, sa finesse de jugement, sa réactivité, sa détermination. Donc déjà, il sait se vendre lui-même, donc il va savoir vendre l'entreprise. Sur la fonction commerciale, c'est super important. Même s'il reconnaît que l'emploi des personnes en situation de handicap n'est pas facilité, entre temps partiel, demande d'aide et organisation des déplacements. C'est compliqué, en tout cas, il n'y a pas d'aide incitative à faire rentrer le handicap dans la société pour les petites entreprises en tout cas. Ça pourrait être un peu plus aidé pour permettre de franchir le cap plus vite. Et justement, les aides aux personnes en situation de handicap, un vrai défi administratif. En fait, là, c'est toutes les notifications de refus, que ça soit pour la première demande et pour le recours administratif préalable obligatoire. Et là, je suis au dernier recours, c'est-à-dire le recours judiciaire. En septembre 2023, j'ai donc commencé à déposer un dossier auprès de la MDPH pour avoir justement, entre autres, l'aide adulte handicapé, parce que quand j'étais jeune, j'avais l'aide enfant handicapé qui m'a été supprimée une fois l'âge légal dépassé et qui n'a jamais été remplacée. C'est comme si je n'existais plus. En plus de l'AAH, l'aide adulte handicapé, il demande également la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la PCH, la prestation de compensation de handicap et la CMI, la carte mobilité inclusion. Réponse de la MDPH 6 mois plus tard, seules la RQTH et la CMI lui sont accordées. Une décision difficile pour le jeune homme qui a décidé de mener l'action en justice. Pour moi, ça me semble incohérent parce que ma vision ne pourra jamais augmenter, elle ne peut que diminuer en fait. Là, j'essaie de la maintenir grâce au traitement, mais ma maladie, elle n'évoluera jamais positivement, ça c'est sûr. Sollicitée, la MDPH n'a pas souhaité répondre à nos questions. Le procès se tiendra lui le 23 juin prochain au Palais de justice de Chambéry. Aujourd'hui, je me demande comment être autonome financièrement à partir du moment où je travaille seulement à mi-temps. Comment je pourrais obtenir des aides pour des déplacements personnels et plus dépendre indéfiniment de mes parents? Comment faire un prêt pour acheter une maison ou un appartement quand on gagne 1 000 € par mois? Comment rencontrer des nouveaux amis ou une copine étant donné que j'ai du mal à rencontrer du monde?